Le prix du litre à la pompe ne cesse de prendre de l'ascenseur, et ce, 3 fois de suite en l'espace d'une année. C'est depuis le jeudi 8 juin dernier que le carburant a augmenté de 80 francs congolais. Un coup dur sur le ménage, les usagers de transport et les opérateurs de biens et services dans un pays où le pouvoir d'achat des Congolais moyens ne fait que baisser. Plus de détails dans cette émission. Sur la cinquantaine des sociétés qui exploitent et exportent les minéraux en RDC, seuls 3 ou 4 déclarent les bénéfices à la fin de l'année et payent 30% de l'impôt sur le bénéfice et profit au trésor public. Le reste, depuis 10 ans, ne déclare que des pertes sans arrêter d'exploiter et ne paye qu'1% de leur chiffre d'affaires, ce qui constitue un grave manque à gagner au trésor public. Il faut auditer le bilan, recouvrer le droit dû à l'État et surtout renforcer les capacités techniques des agents du fisc chargés de faire le redressement fiscal dans ces sociétés. L'État congolais perd ainsi chaque année, depuis 10 ans, plus ou moins 1,5 milliard de dollars américains. C'est à cette conclusion que l'ingénieur métallurgiste Léonide Moupépélé est arrivé à l'issue des recherches bien fouillées, financées par le COREV. Vous suivrez dans cette émission un extrait de l'entretien qu'il a eu avec Jérôme Sekana Penipapa à ce sujet. Fiscalité et développement dans une présentation de Priska Sekana Kenzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans ces nouveaux numéros du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Démarrons cette édition avec cette actualité sur la hausse du prix de carburant à la pompe. Le gouvernement Tchibala vient d'appliquer le 3e palier de la structure de prix du carburant. Depuis le jeudi 8 juin dernier, le prix du litre à la pompe a été revu à la hausse. Le litre d'essence est passé de 1650 francs congolais à 1730 francs congolais, celui du gasoil de 1640 à 1720 francs congolais, soit une augmentation de 80 francs congolais par litre. À en croire les experts, cette augmentation pourrait avoir des répercussions négatives non seulement sur le prix de transport en commun, mais aussi le panier de la ménagère et le prix de biens et services. Patience Foumilia Bokole, Landry Nyangui et Annette Kapinga ont fait le constat sur le terrain. Suivez. C'est une augmentation de 4,85% que vient de connaître le prix du carburant à la pompe depuis jeudi dernier. L'essence est passée de 1650 francs congolais à 1730 francs congolais le litre et celui de gasoil de 1640 francs congolais à 1720 francs congolais, soit une augmentation de 80 francs congolais par litre. Jeudi matin, bon nombre de conducteurs non informés étaient surpris à la pompe. Avant, 15 litres, c'était 20 000. Maintenant, vous avez augmenté même pas 2 mois, 3 mois. Transport, toujours le même prix. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile à comprendre. Vous vouliez acheter combien de litres 15 litres. D'habitude, vous achetez ça à combien 24 750. Et aujourd'hui Aujourd'hui, il m'a dit que c'est 25 000 combien 25 000. 25 950 pour 15 litres. Donc maintenant, vous avez augmenté plus que 1000 francs. Le ministère de l'économie nationale justifie cette hausse par la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Pour les opérateurs économiques du secteur pétrolier, cette augmentation est le fruit de plusieurs concertations entamées avec le gouvernement central. Du côté transport en commun, aucun changement sur la structure des prix de transport urbain n'est opéré jusque-là. Seulement voilà, les chauffeurs de taxi et taxibus réclament un réajustement. En tout cas, le gouvernement a biso elandela pona komatisela biso kasi ata transport ose bamoni ke carburé okitabe okitatalo te bamatisela kasi biso ata mamuki ya transport biso pe toyoka bien. Tozokoka te na ba versement ekomi mwa pasi na ba dirigeant topesa ba moto ekomi carburé mati biso toviva pe na carburé so toso 1500 obimise mosusu 10 000 11 000 mais ekomi so tie carburé à 2000 pour mona 10 000 ekomi problème ekomi mona mbongo na se à 10 000.
Sans attendre une éventuelle fixation d'une nouvelle tarification des prix de transport urbain par l'autorité compétente, certains chauffeurs de taxis exploitant la ligne Lemba Boulevard font déjà payer cette course à 1 500 francs congolais contre 1 300 francs congolais auparavant. Outre les conséquences de cette hausse sur le transport, le prix des biens et services pourront également prendre de l'ascenseur, craignent les analystes économiques. Pour rappel, cette hausse est la 3e en moins de 4 mois en RDC. Le 25 février, le litre d'essence à la pompe était passé de 1 540 francs congolais à 1 615 francs congolais et celui du gasoil de 1 530 à 1 605 francs congolais. 2 semaines plus tard, soit le 10 mars, le litre d'essence a été fixé à 1 650 francs congolais et le gasoil à 1 640 francs congolais. Au total, de février à juin 2017, il y a eu une augmentation du prix du carburant à la pompe évaluée à près de 15%. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, c'est le moins qu'on puisse dire de la présentation à la Chambre basse du Parlement le lundi 5 juin du projet de la nouvelle loi sur le mine en RD Congo par le ministre Martin Kabouloulou. Pourquoi fallait-il modifier certaines dispositions du dit code? Tentative des réponses à cette question dans ses commentaires signés Lambert Yuma. Il nous donne ici l'économie même de ces projets du code minier sous examen. Suivez. C'est en 2002 que la République démocratique du Congo a libéralisé l'activité minière en promulguant le code minier en vigueur aujourd'hui. Pendant 15 ans donc, les exploitants miniers se sont empiffrés des milliers de dollars américains au grand désarroi de la RDC et de ses fils qui ont vu des tonnes et des tonnes de minerais extraits de leur sous-sol quitter le sol congolais, laissant derrière eux quelques miettes de billets de banque et surtout 3 conséquences majeures. D'abord, des trous béants dans les zones d'exploitation minière et sur les routes d'évacuation endommagées par le tonnage remarquable transporté, puis un environnement largement pollué dans les zones minières et dans certains quartiers résidentiels avec toutes les maladies et autres corollaires, et enfin, un très faible accroissement économique au regard de la fiscalité et des droits de douane jusque-là appliqués dans ce pays qui régorge des ressources minières enviées par tant d'autres nations du monde. C'est en tout cas le triste bilan de l'application de ce code minier de 2002. Il était donc plus que temps que le code minier, initialement conçu pour booster le budget de la RDC, soit revisité de sorte que les filles et fils de ce pays tirent le bénéfice de la qualité des propriétaires de ces richesses du sous-sol. Richesses dont jouissent aujourd'hui les multinationales beaucoup plus que les Congolais eux-mêmes, et ce, à la faveur de ce code minier. Pourquoi et comment la RDC a-t-elle élaboré ce code minier le plus duc du monde? La réponse est simple. Ce code minier en vigueur aujourd'hui en 2017 a été promulgué en 2002 alors que le pays était encore considéré comme pays à haut risque. Une zone rouge marquée par des guerres à répétition et dans laquelle zone aucun investisseur ne pouvait s'aventurer facilement. Notons qu'en cette période, le tissu économique de la RDC était plus que déchiqueté et que mieux valait en son temps en petit rien que rien du tout. C'est donc en position de faiblesse que le pays a promulgué ce code minier qui, 15 ans après, révèle ses limites. Ce code minier en vigueur a des limites parce qu'il n'a pas su satisfaire les besoins de la République. Nous voulons repréciser les éléments relatifs à la responsabilité des sociétés minières à l'égard des communautés affectées par les projets miniers. C'est ce tableau sombre pour la RDC que Martin Kabouloulou a brossé devant les députés le lundi 5 juin avant de leur demander l'adoption après amendement de ce nouveau code minier révisé en projet sous examen. Selon le ministre des Mines, une fois promulgué, ce projet de code offrira plusieurs avantages dans la mesure où, grosso modo, un seul régime douanier revu sensiblement à la hausse en termes de taux d'imposition sera applicable aux intervenants jadis ballottés entre le régime conventionnel et le régime de droit commun. Nous voulons revoir au mieux les intérêts de l'État et des entreprises, le régime fiscal, douanier et de change, c'est-à-dire mettre un équilibre. Nous ne voulons pas que les entreprises qui viennent ici puissent pomper à elles seules les revenus de l'exploitation minière. Il faut qu'il y ait un partage équitable. Voilà pourquoi.
Martin Kabouloulou a expliqué que des dispositions contraignantes ont été prises pour mettre fin à toutes les velléités en matière environnementale, dans ce sens que des sanctions sont désormais reprises par le code sous examen. C'est comme qui dirait que l'État congolais a pris un peu plus de poids pour traiter d'égal à égal avec des partenaires et exiger aujourd'hui une transparence dans toutes les transactions minières. Et il sera donc alloué à l'État congolais des moyens conséquents pour contrôler le circuit de tout minerai émanant de son sous-sol, en exiger tous les frais dus et veiller au rapatriement des capitaux à la faveur du nouveau code minier révisé. Les droits acquis des entreprises qui sont en place, lorsqu'il y a un changement de régime fiscal ou douanier, ces sociétés ont l'avantage d'avoir ces droits jusque 10 ans. Donc on ne peut pas changer ces droits jusque 10 ans après. C'est ici, au Palais du Peuple, où se trouve la chambre basse, mais aussi la chambre haute. C'est ici donc que sera pris en examen ce nouveau code minier qui est encore en projet. Et alors, dès qu'il est adopté ici, il ira à la table du chef de l'État et il sera promulgué. Une fois promulgué par le chef de l'État, eh bien, ce projet de loi, qui sera en ce moment-là le nouveau code minier en exécution, devra permettre l'émergence d'une classe moyenne. Mais aussi, elle doit fournir aux caisses de l'État une bagatelle somme de 8 milliards de dollars américains attendue d'ici l'horizon 2020. Mais ça ne sera pas sans compter aussi ce que nous sentons comme odeur, le roussi. Ça sera aussi des procès en cascade, car ceux à qui on est en train de couper l'herbe au pied sont les multinationales, les grands investisseurs qui apparemment ne sont pas prêts à faire du gagnant-gagnant. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Subsidiairement à la recherche qu'il a menée sur le potentiel fiscal en RDC, grâce au financement du COREF, Léonide Moupepele, ingénieur métallurgiste, révèle que l'État congolais perd chaque année 1,5 milliard de dollars américains de recettes que pourrait générer l'impôt sur le bénéfice et profit dans le secteur des mines. Sur une cinquantaine d'entreprises minières opérant en RDC, seulement 3 ou 4 s'acquittent de cette obligation fiscale. C'était au cours d'une émission spéciale réalisée avec Jérôme Sekana, Pénépapa. Disons que cette pression-là, fiscale de 30%, pour moi, c'est la bonne norme. Et lorsque on repartit cela, on voit plus ou moins comment fonctionnent ces 30% par rapport à la logique du code minier. Parce que quelle est la logique du code minier en fait? C'est que l'État congolais vient avec un titre minier, il donne son sous-sol à un investisseur qui apporte de l'argent. Ensemble, ils font un business minier. Ce business minier produit donne un produit financier qui représente 100% du résultat de leur business. Maintenant, comment se répartit ces 100%? Vous avez d'abord les dépenses, plus les dépenses d'exploitation, plus les taxes et les intérêts. Vous enlevez ça, ça représente à peu près 60%, globalement, 60% de ce produit final. Donc quand vous enlevez les 60%, votre produit financier qui était à 100% ne représente plus que 40%. C'est ça la marge brute. Cette marge brute, quand vous enlevez les amortissements, il reste donc le bénéfice imposable. Le bénéfice imposable, lorsqu'il est déclaré, parce que le problème c'est que la plupart des sociétés minières ne déclarent pas, ne font que déclarer des pertes. Et c'est ça notre vrai problème. C'est le fait que quand vous regardez dans cette structure des 30% de bénéfices, des 30% de potentiel fiscal, l'impôt sur les bénéfices représente 12%. Donc c'est la grosse part. Or, lorsqu'une société minière déclare des pertes, ça fait déjà 12% que vous perdez. Malheureusement, la plupart des sociétés minières sont dans cette logique. Ils ne déclarent pas
de bénéfices. Et vous avez comme ça des sociétés comme, je prends Semeska, qui était une joint venture entre la Gécamine et le groupe Malta Forest. Semeska a exploité pendant plus de 10 ans le gisement de Lushishi sur la route quand vous quittez Lubumbashi pour aller à Likasi. À votre gauche, il y avait une petite route qui menait sur ces gisements. Pendant plus de 10 ans. Et ils sont arrivés au terme de leur contrat. Sans avoir déclaré un bénéfice. bénéfice. Semeska a cédé la mine de Lushishi à la Gécamine puisque le contrat était arrivé à terme. Pendant tout ce temps, le Semeska n'a jamais déclaré pas une seule année de bénéfice. Chaque année, c'était des pertes. Alors, vous comprenez... Et il ne payait pas. C'est grave, ça. Donc, il paye juste le 1%. Qui est le minimum légal. Lorsque vous perdez, vous déclarez une perte, vous payez 1% du chiffre d'affaires. Donc, c'est ça. Et vous prenez le cas du Terril. Hein, le Terril de Lubumbashi avec GTL STL. Oui, des Malta Forest. Ce Terril, vous voyez qu'il est en train de s'épuiser. Ils font comme neige au soleil. Il est en train de fondre, comme vous dites, comme neige au soleil. Eh bien, que je sache, toujours des pertes. Que je sache, cette société n'a jamais déclaré de bénéfices et bientôt, le Terril va se terminer. Et c'est malheureusement le cas pour la plupart des sociétés. Donc, nous sommes devant un problème Mais il y a quand sérieux. même des majors qui ont quand même, comme Teke Funguru Memaini, de temps en temps, je vais pas... Des bénéfices minimes. je ne voudrais pas rentrer dans le fond du sujet. Je donne là les grandes lignes parce que, bon, le reste, ceux qui ont eu droit à l'étude, ils ont pu en tirer la substance. Mais globalement, il y a de temps en temps des sociétés qui arrivent... sur 3-4 ans à déclarer du bénéfice et du coup, évidemment, ça fait exploser les recettes fiscales. Je donne un exemple. En 2015, Tenke Fungurume déclare du bénéfice et du coup, c'est presque 200 millions de dollars qui sont payés à l'État congolais au titre des bénéfices sur l'impôt. Vous voyez, 200 millions de dollars sur des recettes, généralement la DGI fait autour de entre 500 millions, 700 millions de dollars. Lorsque une société paye 200 millions de dollars, c'est substantiel. Et du coup, la DGI, qui n'était pas la régie financière la plus contributive au budget de l'État, elle venait après la DGDA, du coup, elle a dépassé la DGDA. Donc, et si nous nous mettons dans la logique où toutes ces sociétés minières devaient déclarer du bénéfice parce qu'ils font du bénéfice. Écoutez, Jérôme, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'une société minière, d'une année à l'autre, fait des pertes et qu'elle continue à travailler. Opérationnelle. C'est impossible. Donc, il faut alors légiférer pour obliger peut-être une entreprise qui ne fait pas légiférer, il faut améliorer votre capacité de contrôle. C'est-à-dire que là, il y a un problème de capacité technique de notre personnel de l'administration fiscale qui doit être amélioré. Je crois que les dirigeants sont conscients de ces déficits et c'est justement, par exemple, la raison des études que nous faisons dans le secteur minier. Découvrons le cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 10 juin 2017 avec Didi Mavambu, Nombolo Pépé. Tendance haussière générale de cours de principales matières premières au samedi 10 juin 2017 sur le marché international. Le cours du pétrole qui a reculé sous la barre des $50 américains, le baril, a tout de même clôturé la semaine au vert. À Londres, le baril de l'or noir a connu une hausse de 0,98% en se négociant à $48,34 américains et à New York à $45,92 américains, soit une hausse de 0,61%.
Hausse de 2,11% pour le cours du cuivre qui s'est négocié à 5 703,75 $ américains la tonne métrique. Le cobalt poursuit son ascension avec une augmentation de 0,45% en se négociant à 56 350, pendant que le prix de l'or a chuté de 0,69%. Le métal jaune s'est négocié à 1268,50 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est aussi haussière. En commençant par le maïs qui a clôturé le week-end au vert avec une hausse de 0,78%. La tonne s'est négociée à 388 $ américains. Le cours du riz a connu aussi une augmentation évaluée à 0,80%. La tonne a valu 11,32 $ américains. Et le blé a clôturé également la semaine au vert en se négociant à 446 $ américains la tonne, soit une hausse de 0,22%, le tout au deuxième fixing du samedi 10 juin 2017. Avant de poursuivre notre magazine, jetons un regard sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 5 au 10 juin 2017, tel que collecté et présenté par l'Institut national de statistique. L'inflation hebdomadaire du 5 au 10 juin 2017 est de 1,099% au niveau national et 1,263% à Kinshasa. En cumul, l'inflation se situe à 14,789% au niveau national et 14,284% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 36,592% au niveau national et 35,238% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 26,792% au niveau national et 26,937% à Kinshasa. Le niveau de l'inflation de la semaine est consécutif à la dépréciation du franc congolais sur le marché d'échange ainsi qu'aux effets saisonniers occasionnant la hausse des prix du carburant, des billets d'avion, des lignes aériennes continentales et internationales, des bières locales et des boissons alcoolisées importées, de certains légumes, des viandes, des laits et produits laitiers, des poissons importés, des huiles importées, des pagnes, des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des services médicaux et examens médicaux, des services d'hébergement et de restauration, des meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison, des appareils électroménagers, des fournitures scolaires et de bureaux, des services d'Internet ainsi que des ustensiles de cuisine. Pour assurer l'efficacité de l'action gouvernementale, le Premier ministre Bruno Tshibala a battu le rappel de troupes. Vice-Premier ministre, ministre d'État et ministres et vice-ministres, tous ont passé 2 jours de renforcement des capacités à la Cité de l'Union africaine dans la commune de Ngaliema, soit du 7 au 8 juin courant. Les travaux de ces séminaires de renforcement des capacités ont porté sur la gestion axée sur le résultat. Le secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec a été mis à contribution pour ces faire. Suivez à ces sujets les explications de Ruben Mayoni sur les images de nos confrères de Télé 50. Cité de l'Union africaine, mercredi 7 et jeudi 8 juin 2017. Tous les membres du gouvernement Tshibala sont convoqués pour un séminaire de renforcement des capacités axées sur le leadership et le renforcement de l'action gouvernementale. D'entrée de jeu, le Premier ministre Bruno Tshibala a rappelé les missions assignées à son équipe, à savoir œuvrer pour l'organisation des élections dans le délai, arrêter la dégradation de la situation économique du pays, améliorer les conditions sociales de la population et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Au cours de ce séminaire, il a été question pour les membres du gouvernement de réfléchir et discuter sur les bonnes pratiques de gestion de la chose publique afin d'améliorer la performance de l'action gouvernementale par l'adoption des méthodes et outils de gestion modernes et le renforcement de la cohésion de l'équipe autour des priorités arrêtées, a indiqué le chef du gouvernement. Bruno Tshibala a invité les membres de son équipe à côtoyer les méthodes novatrices de la gestion axée sur les résultats. Qui nous permettra
d'établir des liens entre les résultats et les allocations budgétaires en justifiant de l'utilisation des fonds publics, d'améliorer la gouvernance par l'instauration de plus de transparence et d'imputabilité au niveau de tous les acteurs, de répondre à la pression des populations et de partenaires techniques et financiers pour produire des résultats. Mais les défis à relever par le gouvernement Tchibala exigent des ressources financières qu'il faut mobiliser. Pour cela, le Premier ministre a annoncé les actions à mener sur le plan de la mobilisation des recettes. Lutter contre la fraude douanière et la contrebande et toute forme d'incivisme fiscal qui entraîne un dépérissement des services publics étatiques et prive le pays des moyens nécessaires pour sa reconstruction du fait des contribuables malhonnêtes et des gestionnaires véreux. Réduire la pauvreté et juguler les inégalités sociales, encourager la production locale et limiter les importations. Résoudre le problème du chômage des jeunes qui se pose avec acuité. Poursuivre l'amélioration des conditions de vie des policiers et militaires, des enseignants et autres fonctionnaires de l'État. Invitant les membres de son équipe à la responsabilité, Bruno Tchibala ne doute pas un seul instant sur l'issue de ce séminaire. Surmonter les défis exige de nous tous un sens des responsabilités élevées et des efforts de dépassement de soi, de renoncement et de sacrifice, un sursaut patriotique pour l'émergence d'une nouvelle société. Cette ambition nous exige un changement absolu de mentalité et nous réclame plus de volonté et d'ardeur. Pour une réussite programmée, outre le secrétariat général du gouvernement, le Premier ministre a fait appel au secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec pour organiser ce séminaire en sa qualité de guichet unique de renforcement des capacités en République démocratique du Congo, dont le coordonnateur Constant Moudé-Kereza s'est félicité de l'option prise par le gouvernement pour renforcer les capacités de ses membres afin d'atteindre les résultats escomptés. La promesse des campagnes de l'actuel président américain Donald Trump vient de se matérialiser. Jeudi 8 juin 2017, la Chambre américaine des représentants a voté une loi qui abroge une grande partie de la réglementation bancaire mise en œuvre en 2010 pour éviter l'émergence d'une nouvelle crise financière dite loi Dodd-Frank. Selon le quotidien français Les Échos, la réforme votée va réduire le nombre de tests que la Réserve fédérale impose chaque année aux banques pour vérifier leur solidité financière. La source affirme également que la nouvelle loi raboterait le pouvoir de supervision de régulateurs. Parmi ces régulateurs, les bureaux de protection de consommateurs. À l'actif de ces bureaux, l'indemnisation à hauteur de plusieurs milliards de dollars américains, les victimes de malversations bancaires. La nouvelle loi réduit considérablement le pouvoir du bureau. Cette structure n'aura plus de contrôle sur ses ressources budgétaires. C'est une loi à destination de Wall Street qui nous ramène potentiellement à l'époque de la Grande Dépression, a dénoncé les leaders démocrates Nancy Pelosi. En République démocratique du Congo, la réglementation restreint le contrôle des entreprises multinationales du secteur minier opérant notamment dans l'est de la RDC. La loi Dodd-Frank obligeait ces entreprises à payer le taxes et droits légaux aux creuseurs dans les mines. En formation depuis le mardi 6 juin 2017 à l'Inspection générale des finances sur la conduite d'une mission d'audit à forte valeur ajoutée. Selon les normes reconnues par l'Institut international des auditeurs, les inspecteurs des finances renforcent leurs capacités en matière d'audit interne. La formation organisée par le COREF sur financement du projet Profit Congo. Dina Diadi et Fanfan Makitou étaient sur place. Après une formation de 15 jours sur la cartographie des risques dans les ministères pilotes, notamment la santé, les PSP, infrastructures, travaux publics et reconstruction, agriculture et développement rural,
Les inspecteurs des finances se renforcent en capacité sur la conduite d'une mission d'audit à forte valeur ajoutée selon les normes IIA notées Institute of International Auditors. Objectif de cette formation, évaluer des risques dans la planification de la mission et les ressources affectées à la mission, planifier le programme d'audit basé sur les risques et tant d'autres. À l'inspection générale des finances, ça nous facilite la tâche parce que nous connaissons la cartographie des risques, nous connaissons les risques dans les différentes directions et ensuite, quand on fait le contrôle, on va directement vers les risques parce que là, il y a beaucoup de problèmes. Et ensuite, il y a une équation qu'il faut toujours mettre ça en tête. Vous avez le risque brut, moins le contrôle interne, vous avez le risque net. Si le contrôle interne est inexistant, le risque net est très élevé. Alors là, il faut faire très attention en matière de contrôle. Organisée par le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, en collaboration avec l'Inspection générale de finances, cette formation est financée par le projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Cet atelier de 11 jours permettra aux inspecteurs des finances d'être suffisamment outillés en la matière en vue de recadrer les choses dans les ministères pilotes. L'Assemblée nationale vient d'adopter le rapport de sa commission ECOFIN sur le projet de budget 2017 avant de l'envoyer pour une seconde lecture au Sénat. Parmi les innovations adoptées par cette commission, les paiements dès fin 2017 de salaires de fonctionnaires de l'État au taux de 1425 francs congolais le dollar, ce qui constitue une bonne nouvelle pour le fonctionnaire congolais qui était habitué à être payé à un taux fixe très en deçà du taux du jour. Peu avant, la société civile congolaise a déposé ses amendements à la même commission à l'issue de son atelier d'analyse du projet de budget 2017. Plus de détails dans ce reportage signé Michel Ouangui-Lokwa. Du 3 au 7 juin 2017, les membres de la société civile ont participé à l'atelier d'analyse du projet de budget 2017. Il a été question pour les participants d'examiner des fautes encombres le projet de budget sous examen au Parlement en y apportant des amendements de fonds. À l'issue des travaux, la société civile propose au Parlement un certain nombre d'amendements sur la collecte des recettes de l'État et leur affectation. Parmi les priorités retenues par la société civile, l'organisation des élections, l'amélioration des conditions de vie de la population et la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens. La société civile, tout en saluant la volonté du gouvernement en prévoyant 12,18% de son budget aux élections, soit un peu plus de 1 milliard 220 francs congolais, mais estime que la ventilation non désengagée de ces budgets qui réservent notamment 2,10% à la rémunération, 1,30% au fonctionnement et 91,51% aux dépenses extraordinaires ne laisse pas la place à la transparence et à l'analyse de l'efficience de ces charges. Sans compter l'anomalie qui consiste à prévoir plus de 90% des dépenses des institutions aux seules dépenses extraordinaires. Bishop Abraham Djamba, team leader gouvernance économique, et Simène Wassimene, président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, réagissent après le dépôt des amendements de la société civile. Il est préconisé que la population ou les citoyens qui sont propriétaires de fonds publics puissent s'intéresser et s'impliquer dans toutes les étapes du processus budgétaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons émis un certain nombre de recommandations que nous sommes venus déposer ou soumettre à l'examen de l'ECOFIN pour que ces recommandations soient prises en compte. Nous allons intégrer tout à l'heure dans la conclusion de notre examen budgétaire, nous allons intégrer ces recommandations, voir lesquelles ont déjà fait l'objet de la prise en charge par l'analyse des députés, parce qu'en fait, je considère toujours l'Assemblée nationale comme la société civile politique, parce que les députés sortent en fait de la société civile, la population. Voilà, donc nous avons la même vision des choses. L'objectif pour vous et pour nous, c'est, et ça reste, l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
Deo Guizamaguera, directeur général de douane et Axis, a repris son travail en début de cette semaine après une longue absence au pays pour des raisons de santé. Un accueil très chaleureux lui a été réservé par l'ensemble du personnel douanier. C'était le lundi 5 juin 2017 au siège de la direction générale de douane et Axis dans la commune de la Gombe. Témoins de l'événement, Philo Cholé Bapeke et Céline Boumba en Gélani. Après 4 mois et demi d'absence au travail pour raison de soins de santé, les patrons de douane congolaise Deo Guizamaguera a regagné son pays, la RDC. Arrivé au siège de l'administration douanière à 7h45, un accueil chaleureux lui est réservé par l'ensemble de son personnel. En sa tête, ses deux adjoints, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila et Simo Urban Mapengo. Un retour à la maison ovationné par des cris de joie et des pas de danse, un peu à la manière de l'entrée du Christ à Jérusalem. Nous sommes contents de son retour, étant qu'il y a un leader et puis un manager de notre institution. Et nous savons que la DGDA gardera toujours les caps de l'excellence et de l'émergence. Nous louons l'Éternel parce qu'il est grand, il est miséricordieux. Il a permis qu'il soit entre nous, que Dieu soit loué, que Dieu soit sanctifié. Tosengi abana musala na ndenge nzambe alobi nzambe aponie. Toyebi nzambe aponie parce que toyebi esaleli na ye, toyebi ki akosala manso po badouane ba se retrouver na badroit na bango. Nzambe azalokumu. Profitant de cette occasion, les membres du bureau de coordination lui remettent à titre symbolique des cadeaux en signe d'amour et de fraternité envers celui qui est considéré comme des champions de la mobilisation des recettes publiques, le symbole de la bonne gouvernance. Dans son adresse, le numéro 1 de douane a remercié l'ensemble du personnel pour les gestes affectueux posés à son endroit. C'est vrai, je suis resté longtemps absent d'ici, 4 mois et demi pratiquement. Autant vous avez ressenti cette absence comme une lourde charge pour vous, autant cela a été pour moi aussi de rester loin des miens pendant tout ce temps. Parce que finalement, à part nos vies familiales, individuelles, notre vie commune, nous la passons ici. Je pense que sur 24 heures que compte la journée, on en passe au moins le tiers ici. Au moins ici, pas plus. Donc c'est pour chacun de nous, une deuxième famille que nous constituons au niveau du lieu de coordination. Merci pour ces paroles. Il s'en est suivi une longue série de présentations des civilités au directeur général par les cadres et agents des différentes directions de la DGDA, à l'instar de l'audit, de la statistique, des réformes et modernisations, ainsi que de la logistique, pour ne citer que celle-là. Deo Guizamaguera rentre dans une période difficile caractérisée par la baisse du volume d'importation au moment où le gouvernement Bruno Tshibala compte énormément sur la mobilisation des ressources internes en vue de financer son programme d'action d'ici la fin de cette année. Au menu de la séance publique d'ouverture des plis cette semaine à la division passation de marché du Bureau central de coordination, 2 dossiers d'appel d'offres. Le premier dossier d'appel d'offres était international et relatif à la fourniture des équipements d'Internet et d'implantation de la solution informatique pour une interconnexion intranet et accès interne des 7 immeubles réhabilités ainsi que l'immeuble du gouvernement situé à la place Le Royal à Kinshasa-Gombe. La seconde appel d'offres était restreint et relatif aux travaux de construction d'un nouvel abri et déplacement du groupe électrogène du Bureau central de coordination BCECO. On a noté au cours de cette séance la présence remarquée de tout le staff dirigeant du Bureau central de coordination et une influence nombreuse des représentants de soumissionnaires composés essentiellement des sociétés de télécommunications et autres providers de la place. Pour en savoir un peu plus sur le marché adjugé par le BCECO, retenez cette adresse www.bceco.cd. Le projet Sycamore, une industrie spécialisée dans l'exploitation et les traitements de grès, a été visité il y a quelques jours par le directeur général de Fonds de promotion de l'industrie FPI. Cette entreprise a acquis des équipements de l'usine grâce aux fonds publics octroyés par le FPI. Rosette Mamba, Poloto.
Dans sa vision de créer une proximité entre le Fonds de promotion de l'industrie et les promoteurs de projets industriels, dans la finalité de cerner toutes les difficultés que rencontrent ces derniers dans l'évolution de leurs unités de production, le directeur général Patrice Kité-Bikibonvoul a effectué une descente sur les terrains à près de 15 km du centre-ville de Kinshasa, plus précisément au quartier Njili Kilambo, dans la commune de Mongafula. Ici est installée la carrière de grès ainsi que l'usine de concassage Sycamore, qui a été montée sur fond d'une enveloppe globale de 4 millions de dollars américains et dont le Fonds de promotion de l'industrie a financé près de 1 800 000 dollars américains. Cette enveloppe a couvert précisément l'acquisition des équipements, les outils de transport et les engins lourds. Sur place, le directeur général du FPI a assisté à un essai de production de caillasse. Satisfait de la qualité de la production en phase d'essai, mais aussi des machines ultra-modernes installées dans cette usine de concassage, Patrice Kité-Bikibonvoul a affirmé sa volonté d'accompagner ce projet pour son optimisation. Sycamore est une industrie congolaise à part entière qui a une vision exponentielle de produire d'ici fin juillet 2017 la gamme complète de matériaux de construction. Nous faisons donc de la matière première pour la construction, caillasse, gravier, moellon, poussière, ce qu'on appelle 0,2. C'est ça nos principales fournitures, en attendant évidemment de sophistiquer un peu plus les choses, puisqu'on peut aussi fournir un sable fin de très bonne qualité pour la construction, ainsi que de blocs de béton. Enfin voilà, ça peut aller très très loin à partir du moment où on a l'industrie qu'il faut. Et il se trouve que nous avons l'industrie qu'il faut, vous l'avez vu fonctionner tout à l'heure. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un projet congolais. Nous avons fait appel à l'expertise italienne pour être sûr du matériel et du suivi de la maintenance. Mais vous avez vu sur le site des ingénieurs congolais, des ouvriers congolais, donc c'est vraiment un projet dont on peut être fier, qui s'inscrit dans la révolution de la modernité. Il y a un impact social réel, puisque là, dans le personnel que vous avez vu, il y a des jeunes gens qu'on a trouvés ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, donc c'est vraiment une industrie intégrée dans son tissu local, quoi. Nous sommes prêts techniquement, maintenant il y a des petits aménagements encore, il y a des choses qui manquent, on doit faire des garages, on doit optimiser notre station de fourniture en carburant. Bon voilà, on va finir calmement, on n'est pas pressé. Ce qui était important, c'est qu'on soit déjà sûr de la fonctionnalité. Il y a eu beaucoup d'essais, là aujourd'hui encore vous avez participé à un essai, donc on continue parce qu'on veut avoir un outil performant et le plus sûr possible qui garantisse la pleine sécurité des travailleurs et de nos clients. Quelques difficultés restent cependant à résoudre avant le démarrage effectif de la production, notamment celles liées à l'état de la route. En effet, les 2 voies qui devront relier la carrière au centre-ville exigent nécessairement d'être aménagées pour faciliter l'évacuation de produits. Le directeur général du FPI, qui s'est lui-même rendu compte de cette difficulté, a promis de s'impliquer pour la résolution de ce problème. Ces projets devra être une vraie chaîne de valeur, à en croire André Hilali, directeur chargé de la supervision, qui n'a pas manqué de vanter la qualité du montage de ce projet. Le FPI, le fonds de promotion, est satisfait. D'abord, lorsque nous voyons le profil même de l'opérateur, c'est un opérateur politique, mais qui a mis en place une structure organisationnelle très forte. Vous avez vu qu'il y a une structure technique, avec une expertise extérieure, avec un contrat, avec même le fournisseur des équipements qui a envoyé son expert, qui a accompagné la mise en place du projet, qui a permis même la correction technique, comme nous l'avons vu de certaines dispositions qui étaient prises. Là, tout est pratiquement installé. Nous avons vu non seulement l'unité, mais les équipements annexes comme la bascule, la balance électronique pour les véhicules. Maintenant, il y a l'aménagement du site. Et nous avons ici un promoteur aussi qui a fait jouer sa part d'autofinancement. Donc nous sommes dans un profil d'un projet totalement accompli que le FPI se décide d'accompagner même jusqu'à sa chaîne des valeurs, donc de tout ce qui peut graviter autour du projet. Nous sommes prêts à les accompagner parce que c'est un projet important.
dans ce secteur, nous n'avons pas beaucoup d'opérateurs nationaux. C'est un secteur qui participe à la construction, à la reconstruction, donc au chantier de reconstruction. C'est un secteur qui demande aussi de pouvoir, qui a une implication sociale. Vous avez vu que toute cette zone de Kimwenza est en plein développement et donc il y a une part sociale importante parce que si la voie est arrangée, elle ne va pas bénéficier seulement aux opérateurs, à l'opérateur économique, mais à tout un environnement social important. Donc il y a des implications sociales très importantes. La République démocratique du Congo vient de participer à la session extraordinaire de la Fédération internationale de courage, une discipline sportive peu connue en RDC. Session tenue à Kastank en Ouzbékistan. L'occasion a été offerte au président national du courage RDC, Yafali Milambo II, également président de la commission éducation dans les comités internationaux de cette discipline, d'appeler les autorités congolaises de tirer profit de la participation de la RDC dans différentes réunions internationales organisées par le Comité international du courage pour attirer plus d'investisseurs. Yafali Milambo II est au micro de Michel Ouangui. Les investissements, venez. C'est dans l'idée que je donne. Et vous allez remarquer que, en me faisant valoir, on me met toujours à côté des Américains, à côté des Britanniques, à côté de la Chine, parce que je vends le Congo. La confusion que beaucoup de gens croient que quand vous vendez comme ça, les retombées, il y a une mallette d'argent qui vient. Dans le monde international, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe que si notre État nous encadre, nous faisons venir les gens. C'est pour faire des business plans. Et à partir de ces business plans-là, on peut sortir l'argent. Dans ce monde international, même si vous avez 1 million pour vous, on ne peut pas dire non, moi je prends mon million, je vais au Congo faire des investissements. Non. Il faut vous dire, vous prenez les millions pour faire quoi? Alors, il faut présenter le plan de ce que les millions vont faire. Et ici maintenant, le problème c'est que nos autorités, au lieu de croire parce que nous prenons ces contacts, nous avons déjà assez d'argent, mais nous n'avons rien, nous voulons seulement booster. Ce sont eux qui doivent signer les contrats, ça demander contrepartie, et le Congo va avancer. On ne donne pas l'argent comme ça. Non, je voudrais dire que les autorités congolaises peuvent profiter de nous avec des relations que nous avons pour faire venir ces investisseurs-là et signer avec eux le contrat. Ça peut ne pas être seulement l'Ouzbékistan. Parce que quand vous voyez ce drapeau, le drapeau n'est pas seulement ouzbek. Nous prenons beaucoup de contacts, mais il faut un encadrement. Ils ont invité les autorités, au moins 3 ministres, un secrétaire d'État. Mais les autorités les ont dit, moi je paye les billets. Moi je dois les payer les billets, je dois leur donner du cash pour rester dans leur famille. Donc pour eux, moi j'avais déjà beaucoup d'argent dans mes poches. Ils ont invité 3 ministres, un secrétaire général, le directeur de cabinet, pour aller finaliser les contacts. Et ça s'est bloqué parce que, non, venez, payez-nous les billets. Est-ce que l'État congolais ne peut pas prendre en charge... Mais moi, je vous dis ce que j'ai vécu. Je vous dis, je ne voudrais pas entrer dans le détail. Parce que si j'étais préparé, je vous aurais amené les invitations. Vous voyez? Ils ont invité les autorités. Mais maintenant, les autorités, c'est ce que je viens de vous dire. À un moment, ils croient que quand vous prenez un contact à ce niveau-là, vous êtes déjà, vos poches sont pleines. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, là, je crois qu'avec les contacts informels que j'ai avec les autorités actuelles, je pense que les choses pourront s'arranger. Je dois voyager à tout moment. Parce que partout là où se trouve le courage, aux États-Unis, à Londres, donc c'est moi le président de la commission éducation. Je dois me rendre partout. Et quand je me rends là, ce sont les contacts que je prends pour le pays. Au niveau de notre pays, nous ne sommes que 2 qui siègent au niveau international dans les mouvements sportifs. Il y a mon jeune frère Omari qui siège
à la FIFA et il y a moi qui siège à l'AICA. Donc normalement, nous devrions avoir un autre statut. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques en RDC est ainsi dite. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le quartier Mama Mobutu dans la commune de Mongafula. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. Au revoir.